Voilà. J'aimerais maintenant changer légèrement d'orientation dans ma critique qui se veut constructive. Je vous ai jusqu'alors, j'ai indiqué une voie qui me semble raisonnable de sortie de crise par changement de méthode de gouvernance, aussi bien économique que politique, bien sûr. Et puis maintenant, j'aimerais mettre l'accent sur un autre aspect qui n'est pas exactement le changement de méthode de gouvernance, mais qui est le changement de registre de communication. Et parce que je crois que c'est tout à fait important en ce qui concerne, comment dirais-je, la résolution du contentieux franco-allemand. Et au-delà de cette question importante, qui est celle de non seulement du maintien, mais du développement de ce qu'on appelle l'amitié franco-allemande, en considérant à juste titre que c'est un pilier essentiel de la construction européenne, etc., etc., au-delà même de cet enjeu déjà très important, il y va de la relation des Européens au projet européen. C'est-à-dire en clair les risques du désaveu, les risques du rejet. Et donc la communication politique, la stratégie si on peut dire, mais je n'aime pas trop ce mot en communication, c'est tout à fait décisif. Et surtout, arrêter avec le style dominant actuel. Et donc j'aimerais commencer par des considérations beaucoup plus générales et plus systématiques, mais très brièvement de rappel sur l'espace public européen. D'une façon très générale, pourquoi faut-il, à mon sens, un espace public européen, même si, comme je l'ai dit, la mission première de l'Europe, c'est pas de créer une grosse démocratie, c'est pas ça, c'est de protéger les démocraties nationales existantes. C'est parce que, entre d'un côté, l'unité recherchée du cadre institutionnel de l'Union, en y incluant tout l'acquis du droit communautaire, et de l'autre côté, la diversité des cultures nationales et régionales, en y incluant la pluralité des langues, des mémoires, des systèmes de valeurs, des arrière-plans religieux, entre donc cette unité d'un côté, universalité formelle du cadre, et la pluralité beaucoup plus substantielle des identités nationales et régionales, il faut une médiation pour que ça tienne ensemble. Alors, cette médiation, quelle pourrait-elle être? En quoi pourrait-elle ou devrait-elle pouvoir consister? C'est la médiation, évidemment souhaitable, je crois, d'une culture publique commune, culture politique commune. Grâce aux vertus, culture politique donc partagée, grâce aux vertus d'une confrontation civile, légale et publique. Vous vous souvenez, ces trois principes importants de civilité, de légalité et de publicité, ce sont nos ressources pour un espace public bien structuré. Confrontation civile, légale et publique entre des orientations souvent divergentes des représentants nationaux. Alors, des questions préalables se posent avant d'attaquer la question spécifiquement franco-allemande. C'est, premièrement, pourquoi la médiation d'une culture publique commune serait-elle indispensable, voire urgente? Et deuxièmement, comment la faire émerger et lui donner une réelle consistance au niveau de l'Union elle-même? Alors pourquoi? Pourquoi c'est urgent? Pourquoi c'est important? Parce qu'il s'agit d'offrir au pouvoir européen le milieu dont il a besoin pour ne pas se déconnecter des opinions nationales. Il n'est plus possible de faire, si j'ose dire, du politique européen en vase clos. Couper des réalités, couper des opinions, de conforter des consensus de bocal où l'on ne comprend pas qu'on est complètement à côté de la plaque, que le discours officiel ne prend plus. Il ne faut pas
que nous nous masquions la réalité, le projet européen est en péril. L'Europe risque de devenir, et elle est même d'ores et déjà dans plusieurs pays de l'Union, le mauvais objet politique par excellence. Les peuples voient de moins en moins clairement le but de la construction européenne, je l'ai dit. Certains semblent même rejeter l'horizon d'une union politique, ils sont de plus en plus nombreux. Et ils n'en ressentent plus la justification, étant donné, pour le dire brièvement, que premièrement, la légitimation fondatrice, comme je l'ai dit, du projet européen, c'est-à-dire que la paix semble éclipsée, passer à l'arrière-plan par suite de l'effondrement du bloc soviétique, la fin du monde bipolaire, etc. Deuxièmement, la justification par la prospérité. Après la paix, c'est la prospérité, la deuxième grande légitimation. Elle a été mise à mal en 2008 et semble avoir perdu toute crédibilité aujourd'hui avec l'enlisement de la zone euro dans une décroissance non voulue. Et puis troisièmement, l'idée qu'il y avait au début des années 2000, l'idée qu'on allait faire un grand rassemblement des États d'Europe sous la bannière d'une démocratie réalisée enfin à l'échelle du continent. Là, cette idée, elle est mise à mal par l'exacerbation des chauvinismes, des nationalismes ethniques, des ostracismes xénophobes, des égoïsmes nauséabonds, que nous sommes obligés de déplorer chez beaucoup de ceux dont on espérait qu'ils mèneraient à bien leur transition démocratique. Les élargissements n'ont pas toujours été un succès. Ce n'est pas parce qu'on élargit qu'on assure une transition démocratique. Et puis enfin, on n'a pas su rendre crédible la seule légitimation qui vaille de façon claire et évidente, encore une fois, face à la mondialisation, la poursuite du projet européen, c'est-à-dire la reconquête politique de l'économie, d'une économie que face qu'au risque réel d'une subversion des États par les marchés, il s'agit de domestiquer à nouveau ces marchés mondiaux. Il ne s'agit pas de détruire leurs mécanismes, il s'agit de les domestiquer politiquement. Alors dans une telle situation, l'ouverture d'un espace public décloisonné et accueillant à la diversité culturelle, certes, mais aussi à la divergence politique, et ça me paraît tout aussi important, eh bien, cette ouverture est devenue urgente. Alors, question, comment faire émerger une culture publique commune, lui donner de la consistance à l'échelle de l'espace européen? Donc, vaste programme, vaste chantier, je peux que esquisser juste en pointillé les grands trends, les grands axes. Il y a un aspect systémique qu'il ne faut pas négliger, un aspect d'ingénierie, si vous voulez, institutionnelle. Je passe très vite là-dessus, qui doit porter sur les deux composantes principales de l'espace, de nos espaces publics, c'est-à-dire, d'une part, la composante démocratique ou parlementaire, d'autre part, la composante médiatique ou audiovisuelle. Ce sont les deux grandes composantes d'un espace public aujourd'hui chez nous. Là, il y a des choses à faire du point de vue institutionnel. Par exemple, pour relier entre eux les parlements nationaux et régionaux de tout l'espace européen, horizontalement entre eux, et verticalement dans les deux sens avec le Parlement européen, pour que ce dernier puisse annuellement, par exemple, faire un bilan des perspectives, des réclamations, des suggestions, etc. C'est une façon classique, mais très importante. On a ce qu'il faut comme technologie et comme institution, les parlements et les nouvelles technologies de l'information et de la communication, pour irriguer de cette façon, démocratiquement, tout l'espace européen. Mettre en contact les parlements les uns avec les autres. Ça, c'est une voie sur la composante, dirais-je, démocratique ou parlementaire de l'espace public. L'autre voie, c'est la composante médiatique. Eh bien, c'est évidemment là, c'est aussi le journalisme civique qui doit entrer en jeu, c'est-à-dire ouvrir les news nationales les unes aux autres. Notamment, faire des émissions, non pas créer des chaînes transversales spécialement, mais que dans chaque nation, on puisse s'ouvrir sur ce qui se dit chez les voisins et traiter les mêmes sujets d'intérêt général en même temps. Là, on pourrait imaginer des dispositifs d'incitation par une charte européenne de l'audiovisuel avec l'idée qu'il faut quand même satisfaire à certaines exigences de qualité. On n'y est pas absolument obligé, mais les chaînes peuvent faire ce qu'elles veulent, elles sont libres, mais celles qui ne satisfont pas ces standards de décentration, de pluralisme, etc., eh bien, elles doivent contribuer
à l'offre de qualité globale audiovisuelle par une réversion d'une partie de leurs recettes publicitaires, par exemple. C'est une mise en co-responsabilité de toutes les chaînes de l'espace européen pour que les publics européens aient une offre globale de qualité. Donc voilà des dispositions, je ne veux pas les développer trop longuement, et je passe là-dessus. Ce sont les aspects fonctionnels, mais il y a aussi des ressources culturelles que j'ai évoquées la fois dernière, sur lesquelles je vais passer également. Vous les connaissez, ces trois grandes ressources qui me sont chères, les trois principes de civilité, de légalité et de publicité, qui ont une valeur, une signification historiquement très importante pour une culture publique européenne. C'est véritablement à travers ces trois principes que parle l'humanisme européen, entendu dans ces deux vagues historiquement successives, l'humanisme de la Renaissance, qui a porté la civilité au XVIe siècle, l'humanisme des Lumières ensuite, 2 siècles plus tard, qui a porté respectivement les principes de la légalité puis de la publicité. Je ne développe pas, je me suis déjà arrêté, ces trois principes, comment les réactiver à travers les nations et par-delà les nations à la fois, au profit d'un espace public européen bien structuré. Mais au-delà de ces considérations, c'est-à-dire dispositions institutionnelles et ressources culturelles, au-delà, il y a la question plus urgente, plus directe, qui parle mieux, je crois, immédiatement à nos sensibilités, c'est la question des pratiques, au-delà donc des institutions et au-delà des ressources culturelles, les pratiques. Et là, nous touchons à la question d'actualité, l'entente franco-allemande mise à mal. Entre responsables des États de l'Union, d'une façon plus générale, au-delà du cas franco-allemand, il serait peut-être temps d'amorcer une phase nouvelle des relations. Parce que les relations interétatiques, mais intracommunautaires, ne sont pas des relations internationales comme les autres. Donc le style diplomatique conventionnel ne suffit pas. Il faut l'approfondir dans un sens démocratique. Alors, quand on dit diplomatique, on entend négociation et rationalité stratégique. Et négociation plutôt discrète, voire secrète. Quand on dit démocratique, par opposition à diplomatique, on n'entend pas négociation, mais plutôt discussion et confrontation, non pas discrète, voire secrète, mais ouverte, publique, et non moins civile. Ce sont deux registres différents. La théorie politique oppose maintenant, c'est devenu presque classique, la négociation et la délibération ou la discussion. La négociation, c'est diplomatique, c'est une rationalité stratégique. La discussion ou la délibération, c'est démocratique et c'est une rationalité communicationnelle plutôt que stratégique. Bref, il faut, même si cette différence analytique est un peu simplette, il faut quand même aller d'un registre vers l'autre, approfondir, dépasser le registre diplomatique de la négociation discrète, voire secrète, en direction du registre plus démocratique de la confrontation ouverte, mais non moins civile. Qu'est-ce que cela veut dire en pratique? Ça veut dire mettre en arène publique les oppositions, les contentieux, les divergences entre Européens et surtout entre France et Allemagne, puisque leur amitié est solide. Elle repose sur une confiance mutuelle qui elle-même résulte d'une reconnaissance réciproque acquise de haute lutte. On peut dire que cette amitié est solide et que Allemands et Français y tiennent. Elle est essentielle à l'Europe. Par conséquent, cette amitié n'a rien à craindre d'un jeu carte sur table, c'est-à-dire d'une mise en arène publique. La chancelière, le président, la chancelière allemande, le président français peuvent très bien installer une conférence de presse à deux en disant « Voilà, on arrête de vous raconter des histoires, tout ne va pas bien dans le fond, etc., entre France et Allemagne, nous avons des divergences, mais au lieu de dire seulement « Oui, certes, il y a des divergences », on dit « On va thématiser, creuser, analyser, débattre de notre divergence devant vous. » Chacun a ses arguments. Je ne dis pas, moi, Français, que j'ai forcément raison sur mon homologue, quasi-homologue allemande. On n'en sait rien.
on met nos arguments devant vous, nos points de vue, nos orientations, nos arguments. Vous imaginez quelle révolution dans la communication politique. Vous imaginez la révolution. Ça veut dire on vous prend au sérieux. On vous traite non pas comme des publics, mais comme des citoyens, des peuples. On vous associe aux politiques européens pour la première fois, au lieu de rester sur l'idée de Jean Monnet, selon laquelle les peuples européens ne peuvent rien comprendre aux politiques européennes, parce qu'ils n'en ont aucune expérience, ils ne savent pas ce que c'est. Donc ça doit être une affaire entre nous, d'abord technocratique, puis diplomatique aujourd'hui. Puisqu'on a abandonné la méthode communautaire, ça cesse d'être technocratique au profit de la méthode intergouvernementale, donc ça devient plus fortement diplomatique. Mais ni la technocratie ni la diplomatie ne sont la démocratie. Et il est véritablement temps, et cela se juge aussi à l'aune du style de la communication politique, à l'aune d'un registre, en quelque sorte. Donc, il faut prendre le risque de la démocratie. Cela devient très urgent. Et c'est ce risque que l'on n'ose pas prendre, hélas. Et c'est comme ça que l'on s'enterre le plus sûrement. Évidemment, c'est pléonastique, ce que je veux dire, prendre le risque de la démocratie, c'est risqué. Et le réflexe normal du politique, et pas seulement des politiques, se dire « Oh, attention, surtout ne parlons pas de ce qui nous divise, surtout n'en parlons pas ». Ce serait immédiatement exploité par les populistes, et puis ça alimenterait l'euroscepticisme. « Surtout, taisez-vous, etc. » Mais c'est exactement le contraire qu'il faut faire. Parce que les gens ne sont pas des imbéciles. Il faut leur dire « Voilà, ça ne va pas, et on va vous expliquer pourquoi, parce qu'on tient trop à l'Europe. Beaucoup plus qu'à une façade d'entente. Beaucoup plus qu'à la langue de bois diplomatique. » Si on avait le courage de faire ça, ce qui est tout à fait révolutionnaire, bien qu'après tout, pourquoi pas? La culture philosophique allemande y est bien prédisposée. Pourquoi ne pas faire ça? Pourquoi faire plaisir aux chancelleries? Pourquoi encore rendre hommage à un style diplomatique qui est dépassé en ce qui concerne les relations intracommunautaires? Voilà donc la question. Je dirais que la position semble une conviction que je vous exprime très simplement, c'est que, en exposant le pour et le contre, publiquement, en mettant en arène publique les contentieux, entre France et Allemagne surtout, en argumentant de part et d'autre dans l'esprit que disait Delors à propos des 12, l'esprit, disait-il, dans son livre qui s'appelle le Nouveau Concert européen, l'affectio societatis qui nous réunit, disait-il, qui nous a permis de réaliser beaucoup plus que ce qu'on aurait imaginé au départ, en exposant donc dans cet esprit le pour et le contre, eh bien, les responsables vont susciter, je pense, ou susciteraient la reconnaissance des peuples. D'une part, il leur ferait l'honneur de les traiter enfin comme des citoyens, et d'autre part, il les motiverait à prendre parti. Réfléchissez à ce point. Je suis mal placé pour dire ça, mais quand on fait un exposé monologique, si je puis dire, bon, ça devient un petit peu sopo à force, hein. Mais s'il y a un débat entre deux personnes, là, le public est mobilisé. Il doit tenir compte du pour et du contre. Il doit prendre parti. Et du coup, il écoute. Il s'intéresse. Donc, mettre en scène, en arène, le débat, c'est très important du point de vue didactique, du point de vue de la captation de l'intérêt et de l'attention de ceux que l'on appelle aujourd'hui les publics et que naguère on appelait les peuples. Donc, ça motiverait ces publics à prendre parti, c'est-à-dire à prendre intérêt à ce qui se joue à travers la controverse publique. Et je dirais que seule une telle participation symbolique puisque ça reste quand même dans la communication politique, elle est politiquement mobilisatrice au niveau qui nous occupe, c'est-à-dire que les recettes sont dépassées, les recettes d'un propagandisme qui, hélas, continue de sévir, un propagandisme acharné à vouloir faire aimer l'Europe. Alors ça, c'est le maître mot. Il faut faire aimer l'Europe.
Alors ce genre de slogan est devenu contre-productif et aussi inefficace que la rhétorique convenue du plus d'Europe fédéraliste que vous entendrez, hélas, chez beaucoup d'eurodéputés. Qui n'a toujours pas, d'ailleurs, ce plus d'Europe fédéraliste, qui n'a toujours pas fait l'autocritique de son impensé fonctionnaliste. Mais que les politiques jouent carte sur table, surtout au plus haut niveau, qui mettent leurs différends profonds en scène, afin que les peuples puissent, s'ils le souhaitent, prendre part aux grands débats européens. Surtout quand il y va, comme elle leur présente, non seulement de l'avenir de l'Europe politique, mais du destin du projet européen lui-même. Eh bien, voilà, on va penser peut-être que je suis très idéaliste, mais je ne pense pas qu'on ait le choix. Voilà qui pourrait en revanche accrocher l'opinion, réactiver les passions démocratiques, si déliquescentes en ce qui concerne la question européenne. Et c'est la voie donc d'une Europe, à mon avis, véritablement politique. Là, le style de communication compte aussi, de communication publique, d'une Europe véritablement politique dont le projet aurait quelque chance de ne pas être répudié par les Européens. Voilà, j'en ai terminé avec cet appel. Bon, bravo. Alors, comme promis, comme convenu, on va passer à une phase de discussion, un peu sérieuse, donc j'allais dire, lâchez-vous, ne soyez pas timide, posez l'ensemble des interrogations, des précisions, etc., qui émergent à l'écoute de cette discussion. Je vais juste faire un tour pour voir d'abord. Allez-y. C'est très exactement ce que j'entends lorsque je parle de mettre en arène publique les contentieux. C'est-à-dire, voyez-vous, vous avez un style que vous connaissez. Bon, j'ai vécu très longtemps à Bruxelles, donc les sommets européens se réunissent dans les antichambres, si j'ose dire. Le Conseil européen, ça se passe à l'hôtel Conrad, la place Stéphanie à Bruxelles, un magnifique hôtel. Au centre de cet hôtel, il y a des accolades officielles. Et on dit, eh bien finalement, en dépit de quelques divergences, nous sommes d'accord sur le fond. Et donc on nous sort un discours officiel, typiquement diplomatique, qui ne correspond pas à la réalité des choses. Ou alors, si c'est vrai, que France et Allemagne sont sur la même ligne de fond, ça veut dire que la France a enregistré, sans l'avouer, une défaite politique de première importance. C'est ça que ça veut dire. Et que cette défaite politique, elle la masque, en faisant comme si elle était toujours d'accord avec l'Allemagne. Vous savez, c'est pas Hollande qui a inauguré cela. Ça existait avant, à l'époque de Nicolas Sarkozy, qui faisait semblant d'être sur la même, exactement en accord avec Merkel, mais c'était pas vrai du tout. Et on l'a seulement entreaperçu à la fin de la campagne présidentielle, quand Sarkozy a dit, ben non, ça va pas du tout, Schengen, ça va pas, etc. Vous vous souvenez? Donc il y a une langue de bois diplomatique. C'est dangereux. C'est ça la position que je défends. Ça devient très dangereux parce que les peuples vont se devenir totalement anti-européens. On va envoyer au Parlement européen une majorité d'anti-européens. Que faire? Bon, il y a évidemment tout le volet technique, changer de méthode de gouvernance, politique économique, etc. Sortir de la crise, tout ça c'est un aspect des choses. Et l'aspect sur lequel vous m'interrogez, c'est celui du changement de style dans la communication politique. Il faut arrêter le style diplomatique, langue de bois diplomatique, et dire, voilà, ça ne va pas entre nous, sur tel et tel point, et nous allons devant vous confronter nos points de vue et nos arguments. Vous voyez, c'est ça, changer de registre, passer de la négociation diplomatique, discrète ou secrète, à la confrontation démocratique ouverte. C'est un grand changement de style. Et c'est ce changement de style qui sera un opérateur de réconciliation entre le système européen et les opinions nationales. C'est du moins ce que l'on peut espérer. Parce que les citoyens se sentiront associés, pris au sérieux, pas traités comme des un peu débiles, n'est-ce pas, puisqu'on leur dit que tout va bien alors que tout va mal. C'est ça que je veux dire. Prendre le risque de la démocratie, c'est mettre en arène publique les contentieux.
changer de style, arrêter ce style diplomatique pour aller vers un registre plus résolument démocratique dans la communication politique. Vous voyez? C'est ça, il faut bien mettre en équivalence négociation diplomatique, n'est-ce pas? C'est un style qui n'est pas public dans son esprit. Confrontation démocratique, c'est un autre style, où là on ne cherche pas à manipuler, on cherche à jouer carte sur table. Et je pense, et c'est peut-être naïveté de penser, que les gens ne sont pas des imbéciles, qu'ils ne se laissent pas facilement manipuler, qu'on ne peut pas, passez-moi l'expression, la leur faire facilement. Et donc, autant, et surtout que c'est très réclamé aujourd'hui, autant être authentique, autant être sincère, autant jouer le jeu de la vérité, si je puis dire, ou de la sincérité. C'est ça la démocratie dans la communication publique. Peut-être pour prolonger ce que vous avez posé comme question, il me semble qu'il faut que tu précises la question des risques. Quels risques on encourt quand on bascule à la démocratie? Peut-être, il me semble qu'il y a deux choses au moins à prendre en considération. Si tu dis finalement le risque n'est pas si grand parce qu'il existe une confiance réciproque, par exemple entre les Français et les Allemands. C'est peut-être vrai au niveau des élites qui se fréquentent depuis longtemps et qui pratiquent le dialogue franco-allemand. Rien n'est moins sûr au niveau des opinions. On voit ici et là, on le voit en France de temps en temps ressortir, des sentiments anti-germaniques profonds. On l'a vu et tu l'as entendu comme moi lorsque nous étions en Allemagne, des sentiments anti-français de plus en plus profonds. Je rappelle d'ailleurs qu'aux dernières élections allemandes, il y avait un parti dont le programme était la réorientation de l'Allemagne vers la Russie contre le dialogue franco-allemand. D'accord ? Nouveau parti eurosceptique dont l'un des éléments était celui-là. Parti quand même frôlé la barre de la reconnaissance des 5%, alors pour l'instant, c'est évidemment pas nécessairement très important dans l'espace social, mais qu'est-ce qui prouve que si on met au cœur visible, si on rend visible le débat entre la France et l'Allemagne, qu'est-ce qui prouve que ces opinions publiques ne vont pas se cristalliser négativement avec des sentiments anti-allemands, anti-français? Et le deuxième risque que je voudrais souligner, qui me semble devoir être travaillé, c'est la question, cette fois-ci, de l'espace public. C'est-à-dire, dans les sociétés qui sont les nôtres, l'espace public est aujourd'hui mosaïque. Les sociétés sont fragmentées, l'espace public est mosaïque. Et donc, il n'est pas très facile de faire prévaloir une logique d'argumentation lorsque cet espace est très fragmenté. Il y a un espace culturel, il y a un espace public qui concerne plutôt les gens qui sont dans la culture, ceux qui sont dans l'université, il y en a un autre qui est plutôt médiatique, il y en a un autre qui est plutôt dans le registre politique, etc. Et il n'est pas toujours facile que ces espaces soient synchronisés, fonctionnent simultanément et avec les mêmes, entre guillemets, que la loi de l'argument le meilleur l'emporte partout. Et donc, il me semble qu'il est, au fond, très difficile et très risqué. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas le faire, hein, mais je veux dire, ce sont deux risques très très lourds que celui, un, d'une dérive des opinions, d'une cristallisation négative, et deux, du fait qu'on enclenche certes un débat, mais le débat se révèle être une cacophonie plus qu'il ne fait émerger une conscience commune. Alors, merci Arnaud, parce que j'avais entendu dans votre question surtout que veut dire la démocratie, et non pas en quoi consiste le risque. Donc, en effet, il y avait, effectivement, j'ai un peu zappé cette question. Bon, il y a un risque, on ne peut pas faire qu'il n'y ait pas de risque. Alors ce risque, Arnaud l'a très bien exprimé, il est double. C'est donc d'une part de renforcer les tendances à une espèce de repli de chauvinisme plus ou moins xénophobe et d'hostilité entre les Allemands et les Français, par exemple. Et la deuxième chose, c'est en appeler à l'échange des arguments, ça ne convient pas au cadre médiatique au sein duquel l'essentiel de l'espace public se joue, en quelque sorte. Alors, sur ces deux points, n'est-ce pas, c'est bien ça que tu as dit, je dirais que, bien sûr, tout d'abord, c'est vrai qu'il y a ce risque de faire monter les chauvinismes et la xénophobie, les hostilités entre les peuples, mais je pense que justement, quand il y a un tel risque, il faut vider l'abcès, c'est-à-dire qu'il faut véritablement, encore une fois, mettre en arène les divergences et s'expliquer entre nous. Parce que si l'on ne communique pas, on aggrave le risque de repli et d'hostilité.
quand des gens ne s'entendent pas ou qu'il y a une tension entre eux, je ne vois pas d'autre moyen que de s'expliquer. Vous voyez? Donc on n'a pas le choix, d'une certaine façon. Il faut prendre ce risque-là si on veut justement résoudre les contentieux latents. Là, ici, il s'agit entre les peuples, vous voyez, l'image que chaque peuple se fait de l'autre, les stéréotypes nationaux en quelque sorte, les imputations que l'on fait à l'autre. Donc je dirais ça sur le premier volet. Nous avons de toute façon intérêt à mettre en arène, à expliquer ce qui ne va pas, plutôt que de le taire. Parce que sinon, cela, comment dirais-je, ça cancérise le contentieux, ça le fige, ça le solidifie. Et les chances de le résoudre et de le diluer, de le fluidifier, se réduisent à proportion même du couvercle que l'on met dessus. Voilà. C'est une image un peu chirurgicale, mais... Et puis l'autre point, c'est que dans la pratique, même s'il est vrai que les médias ne sont pas très favorables à ce qu'on appelle une discussion, c'est-à-dire des arguments, il faut du temps, il faut pouvoir effectivement ne pas se couper la parole sans arrêt, ne pas être braqué sur l'audimat et le zapping, etc., etc. Mais ici, il s'agit d'un cas très particulier, qui n'est pas celui des plateaux télévisés. Il s'agirait d'un modèle, dirais-je, idéal, mais qui est parfaitement réalisable, de conférence de presse au sommet. Donc là, s'il n'y a pas un médiateur de plateau qui va faire des tours de parole, couper la parole, donner juste 1 minute, et encore 1 minute c'est énorme, de temps de parole à chacun, pas du tout. C'est les deux politiques principaux qui font l'agenda et qui font l'émission. Ils sont ensemble, il y a conférence de presse, ils font leur exposé, après ça il y a les questions des journalistes, etc., etc. Et éventuellement, il pourrait y avoir un droit de suivi des journalistes, d'ailleurs, ce ne serait pas du luxe, ce qui n'existe pas dans la pratique présidentielle actuelle. Mais voilà, c'est pour vous dire qu'on n'a pas à redouter les inconvénients du style médiatique, c'est-à-dire interruption permanente, pas parler plus de 30 secondes, etc., etc. Là, l'émission serait faite pour tenter de vider, quitte à en faire plusieurs, des conférences de presse, pour tenter d'expliciter le contentieux, les divergences et de donner les arguments. Et puis évidemment, après, ce serait relayé très largement. Vous imaginez un événement comme celui-là, ce serait relayé partout par les journalistes, dans de nombreuses émissions, plateaux, etc. Là, les opinions publiques seraient mobilisées. Il faut imaginer ce que ce serait comme révolution dans la communication politique. Allez-y. Pour développer cet espace public, en essayant de ne pas succomber aux différences culturelles, aux identités communautaires, ne faut-il pas faire référence à une dimension systémique dont vous n'avez pas parlé, mais dont je sais que vous êtes soucieux par ailleurs, et qui s'appelle l'école, dont l'université, non pas du tout au sens où l'école et l'université auraient à défendre une idéologie politique quelconque, et surtout pas européiste, mais au sens où l'école, l'université, a pour fonction de transmettre la logique argumentative, comme précisément nous sommes à le faire en ce moment. Pourquoi est-il très important d'en prendre conscience et, je dirais, de le savoir et de le vouloir? Parce que la politique scolaire et universitaire de nos soi-disant démocraties et même républiques occidentales va au contraire à la destitution de la dimension universaliste de l'école et de l'université. On veut, la classe politique, économique et médiatique veut une école prestataire de services, entreprise, ou une école lieu de vie, identitaire, transmission de valeurs communautaires. Alors qu'il me semble qu'il faut toujours plus une école comme institution d'instruction qui, comme vous l'avez très bien dit, enseigne à thématiser, problématiser
examiner, juger. Là, je pense que nous sommes d'accord et il faut le dire. Dernier petit point, je pense que autant il faut du débat, et je suis pour le débat, autant me semble-t-il, nous ne pourrons pas faire l'économie du combat. Parce que si ce que vous avez dit est très bien et vrai, il faut savoir d'ores et déjà que la classe économique, politique et médiatique a fait le choix politique de l'Europe comme adaptation à la mondialisation et pas du tout comme frein, conversion et rattrapage démocratique et républicain. Le débat, oui, mais sans oublier le combat social et politique. Et pas du tout que je sois un bâton-guerre, pas un belliciste, mais pas un pacifiste, un pacifique. Très bien. Mais j'espère qu'il y a quand même un peu de pluralisme dans la classe que vous indiquez, qui est très amalgamée, économique, politique, médiatique. Il y a quand même des voix différentes. Il y a aussi comment dirais-je, une certaine porosité. C'est pas complètement fermé. Donc je veux espérer que une pluralité de voix peut se faire entendre dans l'espace public. Et puis d'autre part, je veux penser aussi qu'au niveau de l'école primaire, très tôt, il y a des orientations qui vont dans le sens que vous dites, c'est-à-dire qu'on essaye d'apprendre aux enfants à se respecter, discuter ensemble, on leur apprend même parfois à essayer d'argumenter, et cela peut se faire jusque dans les classes terminales. Alors, je connais des exemples avec des travaux qui ont été faits là-dessus, des travaux très pratiques, théoriques et pratiques à la fois, comme par exemple mon amie Claudine Leleu qui a beaucoup consacré toute sa carrière à cette question, de développer et promouvoir une éthique de la discussion et une culture de l'argumentation tout à la fois au niveau de l'enseignement, ce qu'elle le relie intimement à l'enseignement à l'éducation à la démocratie, bien entendu. Tout cela, ça existe, n'est-ce pas? Et je pense en effet que c'est extrêmement important, bien sûr, surtout dans des situations marquées, comme vous le dites, par des tendances au repli communautaire. Sur le combat Alors, sur le combat, il faut savoir ce que ça veut dire. Pour moi, le combat, c'est un combat qui ne peut plus passer que par le langage, que par le discours et que par les arguments. Je ne vois pas quel est l'autre combat acceptable dans une démocratie. Juste au passage, je ne vais pas avoir de débat là-dessus, mais peut-être qu'il y a des violences légitimes, seraient-elles de légitime défense, et qu'à trop tôt désarmer, c'est-à-dire en disant qu'on ne combattra pas, on fait, je dirais, des violences qui, elles, ne sont pas démocratiques, ni républicaines. Le droit du plus fort n'est pas la force du plus grand. Non, mais d'une part, la logique de la force n'est pas gagnante, à mon avis, dans un espace public. Et puis, d'autre part, les autres formes, je n'y crois plus. Tout simplement, je n'y crois plus. C'est-à-dire les manifs, tout ça, ça donne rien. Donc, je crois à la parole et je crois à l'impact de la parole publique. On peut s'amuser, si je puis dire. Je trouve ça enfantin. Je dis les choses comme je pense, de faire des manifs. Je n'y crois pas. Ni les grèves, ni les manifs, ça prend plus, ça n'existe plus, ça n'a plus de force politique. La relance de l'investissement en Europe, une politique industrielle en Europe, ainsi qu'une politique de rééquilibrage au niveau des emplois, là où on manque de manœuvre dans certains pays et où on est en excédent ailleurs. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire un rééquilibrage en Europe? C'est la première chose pour relancer la croissance. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est plus sur l'aspect politique. Je pense que depuis l'alternance, il y a un an, depuis quelques années, on est beaucoup plus
des profondes divergences qu'il y a entre France et Allemagne, que de véritables gesticulations politiques. Je pense que vraiment, un problème de l'autre. Oui, comme je vous l'ai dit, des deux côtés, c'est-à-dire du côté sur le volet conjoncturel, la coordination des politiques contracycliques, n'est-ce pas, de relance d'un côté, de restriction de l'autre, ça a échoué, parce que les Allemands verrouillent le dispositif BCE, MES, etc. Donc il n'y a pas moyen de mettre en place des politiques conjoncturelles, surtout budgétaires, coordonnées et contracycliques à la fois. Il n'y a plus les moyens de la politique budgétaire et monétaire sont confisqués, purement et simplement confisqués. Donc sur ce volet, il n'y a pas d'ouverture possible en ce moment. Et puis comme je l'ai dit, et là je suis désolé d'avoir un discours très pessimiste, sur le volet structurel, c'est les Britanniques qui ont empêché l'accès ou le développement de l'aide à partir des fonds structurels et des fonds sociaux. Fonds de développement régional également, enfin il y a plusieurs fonds, il y en a 5. Ce que je voudrais juste ajouter, c'est que malheureusement, le débat prend le tour d'une guerre de position idéologique. Vous avez les politiques de l'offre d'un côté, qui sont d'inspiration schumpeterienne, les politiques de la demande de l'autre, qui sont d'inspiration keynésienne, et on veut absolutiser cela de chaque côté. Je pense qu'un partage intelligent devrait consister à réhabiliter les politiques de la demande sur le volet conjoncturel. C'est indispensable parce que sur ce volet, les politiques de l'offre n'ont rien d'autre à proposer qu'une police des salaires et réserver les politiques de l'offre là où elles sont efficaces et elles peuvent être intelligentes si elles le veulent pour le volet structurel. Parce que ça veut dire renforcer l'appareil de production, les politiques de l'offre. Mais à condition que politique de l'offre, ça ne veut pas dire seulement réduire le coût de l'offre, mais ça veut dire aussi augmenter la qualité de l'offre et le taux incorporé de valeur ajoutée dans l'offre. Donc renforcer l'appareil de production par des investissements à long terme. Et des investissements qui peuvent aussi être immatériels, des investissements dans la recherche, le développement et même des investissements sociaux, ce dont je compte parler la fois prochaine. Il faut en effet avoir l'oreille du pouvoir, d'une façon ou d'une autre, et non seulement l'oreille du pouvoir, mais que de proche en proche, dirais-je, la classe politique, et surtout au sommet, comprenne que c'est de son intérêt profond que de changer de style, n'est-ce pas? Donc évidemment, tout dépend des moyens que l'on a. Je n'ai pas les moyens d'Alain Minc, ou de... Bon, enfin bref, je ne veux pas développer ici, mais donc de certaines personnes pour influencer le pouvoir. Mais ce que l'on peut espérer, c'est que les idées puissent monter en puissance. Donc chacun son niveau. Moi, mon niveau, c'est ici. N'est-ce pas? Mais vous savez, comment vous dire, une opinion publique, elle se forme pas comme ça d'en haut. Elle se transforme et apparaissent de nouveaux thèmes, de nouvelles exigences, puis on ne sait pas d'où ça vient. Regardez, je prends un autre exemple qui n'a rien à voir, la montée de la sensibilité écologique. C'est quelque chose, on ne sait pas trop d'où ça vient, ni pourquoi, ni comment. C'est quelque chose qui est arrivé parce qu'il y a eu beaucoup de communications diffuses, etc., des flots informels en quelque sorte, ça s'est passé ici et là.
des gens qui ont parlé, qui ont sensibilisé à certaines questions, et puis c'est monté dans l'opinion publique d'un seul coup. Ça héberge dans l'opinion publique. Aujourd'hui, des gens comme moi, on peut un petit peu passer par la presse, etc. Une opinion publique peut se former et se centrer sur certains thèmes. Alors voilà, c'est tout ce que je peux dire. Je peux simplement espérer que certains thèmes vont monter en puissance, certaines indications vont monter en puissance, et que la classe politique n'est pas fermée à ce qui se passe dans la presse, par exemple, voyez-vous. C'est un processus long et il faut de la patience démocratique. Et aussi, on peut peut-être prolonger cette question à partir d'un cas que tu as pris qui me paraît emblématique d'une difficulté, qui est le cas de mai 1981 en France, l'arrivée de la gauche. On y mène une politique de relance très active, on augmente le SMIC, on double le budget de la culture, etc. Et finalement, ça profite à l'Allemagne. C'est-à-dire que finalement, la relance de la machine française, c'est surtout l'achat de produits allemands qui vont arriver en France. Et donc les Allemands se frottent les mains, on est en pleine crise économique, finalement. Ils ont une politique de rigueur, mais la France relance, donc ça se compense. Et nous, on voit au contraire nos déficits exploser. Finalement, la gauche est obligée de renoncer à son programme en 2 ans et faire machine arrière. Or, et c'est là qu'on en arrive à l'argument que vous évoquez, politiquement compliqué, pour la classe politique française, cette politique a été un échec retentissant. Et elle est vécue, et notamment à gauche, elle est vécue comme la voie à ne plus suivre, si je puis dire. Or, ce que tu proposes, c'est finalement, au contraire, d'en faire aujourd'hui une solution, parce que nous sommes dans une zone monétaire intégrée, et que finalement, si les pays riches comme l'Allemagne faisaient de la relance interne aujourd'hui, comme les économies sont intégrées, les autres en profiteraient. Et donc, il y aurait un phénomène de compensation. Et ça va être très difficile de faire passer ça, même aux élites politiques françaises, parce que justement, c'est conçu en France comme étant une solution d'échec. Alors, je note 2 choses. Toi, tu fais une lecture externe de cet événement-là, c'est-à-dire tu le vois de l'Allemagne, en disant, les Allemands, dès 81, ils ont compris que c'était une super solution pour eux. Mais en France, ça a été vécu comme un échec profond, et les élites politiques considèrent que c'est une voie interdite aujourd'hui. Et donc, il y a un obstacle en termes de conscience très fort. Il faut convaincre les gens que ce qu'ils ont cru mauvais en 81 était finalement une solution. C'était mauvais et ça reste mauvais. Si on agit en franc-tireur, c'est une catastrophe. La France, en 1980, avec cette relance sauvage par la consommation des ménages, elle a pris peut-être, disons, 3 points de pouvoir d'achat sur le reste de l'Union, mais enfin de la communauté à l'époque, mais mettons 2 ans d'avance, 2 ans d'avantage, et elle a dû le payer pendant 5 ans. Alors il y a un livre à ce sujet qui a tiré les fruits de cette expérience négative. C'est un livre de Michel Albert qui s'appelle Le Pari européen et qui est ancien, dont je vous conseille la lecture, où Michel Albert explique que ce qui est très dommage, c'est qu'on n'ait pas tiré une leçon intelligente de cette expérience négative, c'est-à-dire qu'on aurait besoin de coordonner les politiques entre les États. Et donc, c'est pas pour je ne suis pas keynésien quand je dis cela, bien que je le sois quand même, n'est-ce pas? Mais c'est pas pour une relance keynésienne sauvage que je parle. Je parle pour un keynésianisme nouveau qui soit agencé, concerté et qui fasse l'objet d'un jeu à plusieurs. C'est-à-dire, il ne peut y avoir de relance d'un côté que s'il y a des restrictions de l'autre et que si ceux qui relancent sont dans une situation type allemand, c'est-à-dire des excédents partout. Des excédents commerciaux, des excédents budgétaires, des réserves monétaires très importantes. Et là, ils doivent faire la relance. Et c'est ça qui permet aux autres, évidemment, de faire les réajustements nécessaires. Donc, encore une fois, c'est ni relance ni restriction le problème, contrairement à ce qu'on nous dit dans les médias. C'est ni soit l'austérité, soit la croissance, c'est pas ça. C'est la coordination entre des politiques complémentaires. C'est ça le jeu à plusieurs, c'est ça le jeu de la co-responsabilité. Dépassons enfin l'opposition idéologique entre responsabilité côté allemand et solidarité côté français. Dépasser l'opposition idéologique entre solidarité et responsabilité, c'est engager une pratique de co-responsabilité. Et la pratique de co-responsabilité, c'est ce jeu à plusieurs, de politiques complémentaires, et non pas les règles communes, ce qui est une véritable imbécilité.
Alors moi, je veux quand même encore te poser une question. Décidément, je vais me faire l'avocat du diable. Elle concerne la manière dont tu présentes le fait que le Nord et le Sud ont des trajectoires divergentes. Quand je t'écoute, j'ai le sentiment qu'il s'agit là de quelque chose de quasi automatique, avec cette idée que le Sud va vers une économie de services finalement centrée sur le tourisme, etc., non exportable, tandis que le Nord va sur de l'industrie haut de gamme, du coup exportable et du coup peut jouer dans les pays émergents. Je m'interroge, c'est-à-dire quand on discute avec des Allemands, on voit bien qu'ils ne voient pas tout à fait ça comme ça, puisqu'ils considèrent que finalement c'est une stratégie consciente et volontaire qu'ils ont orchestrée. Alors, il y a deux dimensions dans cette stratégie. L'une que tu as évoquée, qui a été évidemment l'Allemagne a opéré un recul en matière d'État-providence. Donc c'est évidemment l'agenda 2010 monté par Schröder et les réformes Hartz-IV notamment. Donc là, c'est clair, les indemnisations de chômage ont été extraordinairement diminuées, etc. Ça, il y a un premier volet qui est celui-là. Mais il y en a un deuxième qu'on oublie. En 97, il y a 15 ans, la situation est exactement inverse. La situation de la France était très bonne et la situation de l'Allemagne était économiquement désastreuse. Or, la situation s'est renversée, disent-ils, parce qu'ils ont massivement investi dans la recherche qu'ils ont incorporée à l'industrie. Donc, en faisant un vrai choix de spécialisation économique, en disant on va massivement développer de la recherche à destination de l'industrie, et entre guillemets, le choix était payant. Alors qu'au même moment, la France décidait, entre guillemets, un non-choix qui a été une sorte de saupoudrage général des crédits que nous avions. Est-ce qu'il n'y a pas une dimension, une forme de responsabilité aussi individuelle et pas seulement une logique automatique derrière ça? Oui, il y a des choix stratégiques qui ont été très intelligents de la part de l'Allemagne, et qui font qu'elle a, en quelque sorte, réalisé les préconditions favorables en ce qui concerne les avantages comparatifs. Autrement dit, elle s'est mise en situation d'avantage comparatif, si je puis dire, qui fait que l'instauration de la monnaie unique a précipité la spécialisation dans le sens souhaité par l'Allemagne, n'est-ce pas? Et la France, sans doute, a joué dans ce cas une mauvaise carte, avec un tissu industriel qu'elle n'a pas réformé comme il le fallait. Elle n'a pas, comme l'Allemagne, compté sur ces entreprises en très grand nombre, de taille moyenne grande, dirais-je, qui font la force de l'Allemagne, ainsi que la stratégie de haut de gamme, qui est évidemment une stratégie intelligente. Et donc, en effet, il y a une responsabilité politique qui fait que les dotations de départ peuvent être modifiées. Et elles ont été modifiées très favorablement grâce à l'intelligence, dirais-je, stratégique de l'Allemagne. Je ne le nie pas. Mais à partir du moment, quand on est un tout petit peu, dirais-je, au courant des lois économiques de base, en quelque sorte, à partir du moment où on instaure une monnaie unique, on sait très bien qu'il y a des avantages comparatifs, et que l'Allemagne ne va pas se spécialiser dans la vigne, contrairement par exemple au Portugal par rapport, enfin c'est la vieille loi de Ricardo, et dans ce cas-là, on doit prévoir des mécanismes de compensation et de transfert pour éviter la disparité croissante entre les zones. Sur le plan économique, on doit prévoir d'avance des mécanismes de péréquation. Oui, mais si on prolonge ça pose quand même une question un peu différente, c'est la question de la réversibilité de ces choix. C'est-à-dire que, tel que tu le présentes, ça semble être une sorte de logique inéluctable, automatique, dans laquelle il n'y a pas possibilité d'inverser la tendance. Donc la question qui se pose de l'autre côté, c'est de se dire, est-ce que l'Espagne, le Portugal, la France peuvent aujourd'hui faire des choix massifs en matière de recherche destinés à l'industrie pour, entre guillemets, inverser le choix? Je pose d'autant plus la question que les derniers résultats de l'Espagne sont actuellement très bons et qu'on parle de rééquilibrage, qu'une partie de la presse allemande et une partie de la presse espagnole a dit que c'était le succès, entre guillemets, de la stratégie allemande en Espagne, c'est-à-dire avoir massivement investi sur certains hauts secteurs, où ils ont des grands groupes, et rééquilibrer leur compte extérieur par le biais de ces grands groupes. Donc c'est, entre guillemets, un débat d'actualité économique très fort, notamment en Espagne actuellement. L'idée de pouvoir renverser cette situation, on n'est pas voué à être une économie de service ad vitam aeternam, on peut redevenir une économie industrielle, mais ça suppose au préalable un investissement lourd en recherche qu'on intègre. Bon, pour certains économistes que j'ai tendance à écouter, le processus est irréversible. Le processus de désindustrialisation que connaît le sud de l'Europe et que connaît la France est irréversible. Maintenant, est-ce qu'on peut le contrecarrer? Peut-être. Mais pour justement Patrick Artus, c'est pas là-dessus qu'il faut miser.
il faut miser sur des transferts et sur des mutualisations. Alors l'Espagne, on dit qu'elle va mieux, mais à quel prix? C'est-à-dire que ça veut dire en clair qu'effectivement on peut rééquilibrer ces balances à condition, comme le disent les Portugais, hein, ce qui les concerne de même, de faire un bond de 40 ans en arrière, en ce qui concerne le standing social et le pouvoir d'achat. Alors évidemment que ça rééquilibre les balances. Évidemment qu'au niveau des agrégats économiques, tout le monde est content, et que le FMI sera le premier à féliciter l'Espagne si elle rééquilibre de cette façon, si elle devient excédentaire. Mais il y a un coût social absolument gigantesque. Et encore une fois, les Portugais sont en train de déplorer que pour la première fois dans leur histoire, ceux qui émigrent sont les gens qui sont très diplômés et qui ont une grande expérience professionnelle. Donc voilà le coût. Le coût est énorme. Donc, bon, je pense que non, on ne peut pas laisser la zone euro dans l'état où elle est en comptant seulement sur les taux d'intérêt pour assurer la régulation. Est-ce qu'il reste un long débat. Ouais. Est-ce qu'il reste une question? Non? Bon, bah dans ce cas-là. Si, pardon, j'ai pas vu. Pardon. Est-ce qu'il y a un problème à certains freins des choix idéologiques qui ont été faits sur certains domaines, Comme, pardon? Comme sur la Banque Centrale Européenne, oui. Est-ce que ça ne peut pas être un frein à la création justement et au débat et à l'espace public européen, dans le sens où c'est bien de dire de toute façon les orientations sont prises d'avance et donc je n'ai aucun intérêt à venir dans ce débat et je vais me rejeter sur le débat national plutôt qu'aller chercher dans l'Europe ce qui est pas nous. Oui, je vois bien. Simplement, c'est pour cette raison, et comme toujours, je crois, l'Europe, elle se fait à partir du haut, à partir du sommet. Donc c'est comme ça que ça s'est toujours fait, l'Europe. C'est à partir des élites, comme on dit parfois. Ici, bon, les élites en question, c'est les chefs d'État et de gouvernement. C'est en particulier à la chancelière et au président d'amorcer le changement de registre dans la communication politique. C'est eux qui vont ouvrir, s'ils le veulent, la communication politique dans le sens que je dis, c'est-à-dire une mise en arène du contentieux. Oui. À ce niveau-là, dans l'Union européenne, on trouve qu'il y a des problèmes de maîtrise des populations des élites, dans le sens où il y a une défiance, les élites sont déconnectées de la base économique. Et est-ce que le fait que ça soit les élites qui continuent justement avec l'Union européenne, est-ce qu'il n'y aurait pas besoin d'une inversion dans les tendances ou d'une ouverture sur les possibilités de modifier certains Les choses sont un peu compliquées. Il faudrait que l'ouverture vienne des responsables politiques, c'est eux qui ont les clés de cette ouverture, mais ça ne pourra se faire que sous la pression des agences, si j'ose dire, supérieures de l'opinion publique. Or, quels sont ces agents supérieurs? Ça peut être des grands éditorialistes, ça peut être des gens comme ça, n'est-ce pas? Mais il faut que ce soit sous la pression de quelque chose que ça se fasse. Il faut qu'ils sentent qu'il est absolument urgent, que le torchon brûle, qu'il est urgent d'arrêter la langue de bois. Les politiques sont quand même capables de ressentir ces choses-là. Le style politique peut quand même évoluer. Si vous regardez en politique intérieure aujourd'hui, dans la politique nationale française, quoi qu'on en pense, moi c'est mon impression éminemment discutable, j'ai l'impression que maintenant la langue de bois, c'est tellement mal vu, y compris par les journalistes et tout le monde, on est maintenant plutôt dans le style parler vrai, avec tous les affects qui vont avec, donc tous les revers en quelque sorte de la médaille, si je puis dire, le parler vrai, l'émotion, le coup de gueule, l'humeur, etc. Tout ça c'est valorisé aujourd'hui. Bon, il y a une idéologie là-dedans, bien entendu, mais on a changé de style sous la pression. On avait dit, ça suffit la langue de bois, on ne veut plus. La censure s'est abattue sur la langue de bois. Voilà. Bon, on peut espérer qu'il y a un rôle quand même, que tout n'est pas à disposition des médiateurs eux-mêmes et qu'ils subissent des pressions, c'est leur intérêt, d'écouter quand même les réclamations. Voilà. On peut espérer, c'est tout. Bon, je termine sur une légère note d'optimisme. Allez-y.
Oui, maintenant, ce qui est très important, c'est qu'il faut que la jonction puisse se faire. Et pour gagner un grand public, vraiment le grand public de masse, il faut passer par les médias de diffusion, l'audiovisuel. Donc ça c'est quand même l'élément stratégique le plus fort. Que d'un autre côté, dans la société civile, des forums se constituent, j'y crois tout à fait. Et en voici un. C'est très important. Et c'est ce qui constitue une trame. Et ce qui peut, en quelque sorte, assurer une base de soutien ensuite pour faire monter certains thèmes. Mais voilà, je crois aussi, voyez-vous, d'un autre côté, j'écoute tout à fait ce que vous dites, mais d'un autre côté, je me défie un peu du romantisme des marges. Voyez-vous ce que je veux dire? C'est-à-dire se dire que, puisque les médias, c'est de la manipulation, puisqu'on ne peut pas entrer là-dedans, tout est codé, eh ben, on peut essayer de créer des espaces publics aux marges. Ok, c'est un peu romantique, mais ce n'est pas efficace. Voilà. Il faut aussi attaquer au cœur de l'espace public médiatique. Il faut pouvoir le faire. Mais il ne faut pas négliger cet élément de la puissance. Voilà. Mais je ne méprise pas du tout les forums dans la société civile. Pas du tout. Ça ne suffit pas. Il faut la jonction des deux. L'exemple du Parlement, du Wikiparlement, par exemple. Le Parlement européen a tenté des expériences de ce type-là, en particulier le développement de Wikiparlement. Donc c'est vraiment des internautes qui, tranquillement... Qu'est-ce qu'il en ressort? Il en ressort surtout un gigantesque capharnaüm dont personne ne sait quoi faire finalement. Il y a effectivement plein de messages qui sont postés, ça part dans tous les sens, etc. Et quand on parle aux politiques qui ont eu l'idée de ça, ils disent, ben ouais c'est bien, les gens s'expriment, mais on en fait quoi? C'est compliqué hein, de faire émerger une volonté dite collective à partir de choses qui sont extrêmement éparses et qui ne vont pas sur le même sujet. Elles sont très hétérogènes, etc. C'est évidemment un travail compliqué. Juste un petit point un peu technique, mais voyez-vous, il y a une réflexion à approfondir, je crois, sur deux types de médias. Il y a ce qu'on appelle les médias de communication. La structure, c'est multipoint, multipoint. C'est pas vraiment d'espace public, ça. Ça reste privé, mais ça devient de plus en plus réticulaire, dirais-je. Et puis il y a le point masse. Ça, c'est les médias de diffusion. C'est pas multipoint, multipoint, c'est point masse. Et là, la force de frappe est énorme. Et on est tout de suite dans l'espace public. Voyez-vous, c'est pas un espace réticulaire comme Internet. C'est un espace public d'emblée. Voyez-vous, c'est une grande différence de type. Et ce qui est puissant en ce moment, c'est quand même les médias de diffusion, à mon avis. Même si les médias de communication, donc réticulaires, commencent à former une opinion publique forte. Hein. On voit avec tous les développements des réseaux sociaux et tout ça, n'est-ce pas? Ça commence à prendre du poids. Et pour le moment, je crois que c'est encore les médias conventionnels qui priment, voyez-vous. Bon. Non. Bon, dans ce cas-là. Merci, bonne soirée, à la semaine prochaine.